Bonjour et donc bienvenue à ce webinaire organisé par Fédéral Assurance sur une thématique résumée d'ailleurs par le titre de ce webinaire, investir facilement. Alors ça a l'air d'être une gageure ou un défi. On va essayer de le faire, de vous démontrer en 45 minutes qu'effectivement investir est peut-être un peu plus facile que vous ne le pensez. Je pense aussi que ce thème organisé par Fédéral Assurance est un très bon thème puisqu'il est dans l'actualité, dans le sens où, comme vous le savez, aujourd'hui, 290 milliards d'euros dorment, parce qu'il n'y a pas d'autre expression pour les qualifier, sur les comptes d'épargne ici en Belgique. Alors 290 milliards d'euros dont la plupart sont rémunérés grosso modo à du 0,11%, puisque c'est le taux légal en Belgique, qui est en fait un taux négatif si vous tenez compte du fait que l'inflation est plus élevée et si vous retirez les frais bancaires, en fait, réellement, vous êtes tous en taux négatif si vous avez laissé votre épargne, je dirais, dormir, pour reprendre le verbe que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi important, c'est ce qui explique, je dirais, la motivation des organisateurs de ce webinaire, c'est que les taux d'intérêt sont bas depuis quelques années et vont le rester malheureusement, en tout cas du point de vue de l'épargnant, pendant quelques années, pour une simple raison, c'est que si on maintient aujourd'hui les taux d'intérêt aussi bas, c'est quelque part pour nous forcer, nous, en tant que consommateurs, à consommer, investisseurs, à avoir des projets à investir, et aussi, évidemment, ça permet aux États qui sont surendettés avec les différentes crises qui sont succédées de rembourser plus facilement, je dirais, leurs dettes, donc la charge financière. Alors justement, pour essayer de nous rendre compte, si vous rendez aussi, vous, compte de cet impératif des taux d'intérêt très bas, j'ai failli dire d'ailleurs négatif, je vais vous poser une première question, un petit sondage auprès de vous. Je vais vous poser la question. Imaginez qu'en 2010, vous ayez eu, peu importe de quelle manière, 1 000 euros et que vous aviez laissé ces 1 000 euros sur un livret d'épargne, et en tenant compte évidemment que vous réinvestissez les taux d'intérêt. Eh bien, que pensez-vous que vous auriez aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec ces 1 000 euros ? Soit 1 150 euros, soit 470 euros, soit 1 350 euros ou 870 euros. Vous avez quelques secondes pour nous faire savoir votre choix. Ça m'intéresse très fortement. Là, je suis sur l'écran, je vois que vous votez activement, ça nous fait plaisir. Alors, ça se bataille entre... je ne vais pas dire, parce que sinon vous allez me dire que j'influence le vote. Donc, je ne vais certainement pas dire. J'attends la réponse finale. Voilà. Elle est... voilà, la plupart d'entre vous ont saisi, je crois, l'enjeu, puisqu'ils me disent que c'est à 59%, vous avez pensé que c'était 870 euros, et vous avez raison. On ne va pas vous les donner, mais voilà. Effectivement, ça montre qu'effectivement, si on ne fait rien, eh bien, les 1 000 euros ne valent plus que 870 10 ans après, et ça risque d'être pire dans les années qui viennent. Alors justement, je vous explique en gros le programme de ce webinaire. D'ici quelques minutes, on va parler, si vous voulez, de l'ABC d'investissement. On va vous réexpliquer les règles de base qui sont très importantes à comprendre. Ensuite, avec nos experts qui sont ici autour de la table, et je vous présenterai d'ailleurs chacun d'entre eux, on va parler du cycle de vie, parce qu'effectivement, investir quand on a 25 ans ou 45 ou 60, ça n'a pas le même impact, on n'a pas les mêmes besoins non plus. Ensuite, on parlera évidemment du placement boursier. Si vous êtes là derrière votre écran, je pensais aussi en partie pour ça. On vous expliquera que la bourse, c'est pas quelque chose dont il faut nécessairement avoir absolument une peur affreuse. Il y a moyen de gérer les risques et de voir la bourse comme une opportunité. On vous expliquera de quelle manière. Et puis, la quatrième présentation, en tout cas, la partie de ce webinaire, c'est vous donner des solutions alternatives très concrètes qui permettraient de ne pas avoir 870 euros après 10 ans quand vous avez vous-même investi 1 000 euros. Et puis, on terminera. Alors, pour nous aider à comprendre toute cette thématique hyper intéressante et d'actualité, comme je disais tout à l'heure, à ma gauche, Jean-Marc Mayer. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Voilà. Et donc, vous êtes à Fédéral Assurance et vous êtes le responsable de la stratégie d'investissement. Ensuite, juste à sa gauche, si je puis dire, et à ma gauche aussi, Wim Naglet, vous êtes gestionnaire de fonds pour une grande maison de fonds qui s'appelle Schroeder. On en parlera tout à l'heure aussi. Bonjour. Tout à fait, merci, bonjour. Voilà. À ma droite, Thomas Péan, gestionnaire de fonds pour la boîte DNCA, enfin la boîte, une très belle maison de gestion aussi, enchanté. Bonjour. Voilà. Et alors, on retourne chez les Fédéral Assurance avec Sébastien Dubois, qui est expert, expert assurance et placement. Alors, on démarre avec vous, puisqu'on va parler de l'ABC de l'investissement. Sébastien, qu'est-ce qu'on doit savoir pour bien investir aujourd'hui ? Je pense qu'une règle importante au niveau
niveau de l'investissement, c'est de pouvoir déterminer justement avec l'investisseur quelle est sa réserve financière qu'il souhaite conserver. Donc souvent, on estime que cette réserve, donc ce bas de laine, doit plus ou moins être entre 3 et 6 mois de salaire, donc il doit mettre de côté, et ce qui permettra en cas de dépenses ou en cas de besoin de pouvoir directement puiser justement sur cette réserve. Ça, c'est le matelas de sécurité. C'est le matelas de sécurité, effectivement. Une sorte de buffer, comme on dit en bon français en Belgique. Ouais. Effectivement. Alors la deuxième chose qui peut être envisagée justement avec l'investisseur, c'est de voir avec lui si il a mis en place tous les moyens nécessaires en matière fiscale. Donc il existe des moyens tels que par exemple l'épargne pension ou l'épargne long terme qui permet justement de bénéficier de certains avantages fiscaux et de permettre justement d'investir de manière très, très régulière. Voilà. Les avantages fiscaux, c'est la déductibilité essentiellement. Déductif fiscalement, on compte plus ou moins 30% d'avantages justement pour nos clients. C'est toujours ça que le fisc ne prendra pas. Voilà, effectivement. Et la troisième chose, s'il lui reste encore de l'argent à investir, c'est de voir avec lui s'il souhaite investir de manière régulière, donc il peut investir petit à petit un certain montant. Ou alors si vraiment il a une grosse somme d'argent qu'il souhaite investir, on peut investir alors de manière plus conséquente dans un produit d'investissement. Ça veut dire que pour toutes les bourses, soit on a une grosse somme, voilà. soit on peut... C'est accessible à tout le monde, effectivement. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Parfait. Jean-Marc, la caméra se dirige vers vous. On va parler un petit peu de conjoncture avec vous. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, je vais prendre le mot conjoncture dans le sens très large du terme, puisque comme assureur, on regarde les tendances à très long terme, tant dans le passé que pour l'avenir. Et il y a finalement 3 ou 4 grosses tendances qui nous caractérisent aujourd'hui, mais déjà depuis un bon bout de temps. Le premier, c'est la tendance au ralentissement économique. Alors, c'est pas juste le cas maintenant dans la crise du Covid, mais c'est un mouvement de fond qui reflète finalement l'évolution démographique qui nous touche depuis une bonne dizaine d'années, mais aussi le ralentissement en fait des gains de productivité et aussi de la population active. Et c'est pour ça en fait que nos gouvernements nous incitent ou nous obligent bientôt à travailler de plus en plus. L'autre grande tendance, et celle-là elle est plus récente, elle est plutôt depuis 5-6 ans, c'est la piscine en fait de cash dans lequel nous sommes plongés par les différentes banques centrales. Et cette création monétaire est avant tout destinée à aider les États dans leur financement, plus encore, je pense que pour l'objectif avoué de pousser l'inflation. Et donc la combinaison de ces deux éléments fait qu'il y a une compression des rendements sur absolument toutes les classes d'actifs. Et donc c'est... Quand vous dites classe d'actifs, pour qu'on soit bien d'accord, c'est actions, obligations, les différentes formes d'investissement. Voilà, ça peut être l'infrastructure, ça peut être l'immobilier, voilà. Et donc cette création monétaire fait que il y a beaucoup plus de cash disponible que d'actifs, quels qu'ils soient, dans lesquels les agents économiques peuvent investir, et ça crée un réel défi en fait pour toute la profession. Et il faut bien se rendre compte que aujourd'hui la crise de Covid ne fait qu'accélérer magistralement en fait cette tendance, puisque les États prennent des mesures pour amortir en fait le choc de la crise, à juste titre d'ailleurs, mais donc il faut augmenter encore plus leur déficit et donc leur dette. C'est une dette qui va être financée par les banques centrales, et donc on s'enfonce en fait dans un processus de plus en plus irréversible qui fait qu'on peut dire que les taux d'intérêt vont rester très bas extrêmement longtemps. Finalement, la seule façon de sortir de ça, c'est de retirer du cash du système. Donc il faudrait que les banques centrales fassent machine arrière, et ça prendra, si elles le font jamais, énormément de temps. Et peut-être le dernier point, c'est que cette crise, aussi pour revenir maintenant de manière plus spécifique, comme toute crise, elle a 2 effets. La première, c'est qu'elle précipite en fait la chute des secteurs ou des entreprises qui étaient déjà faibles avant la crise. C'est un accélérateur de tendance en fait. Voilà.
Ça, c'était mon deuxième point. Mais donc, le premier, c'est que évidemment, les sociétés qui avaient une croissance faible ou qui avaient une structure de coûts élevée ou qui avaient une structure peu flexible au niveau organisationnel, elles vont avoir des difficultés, ou qui étaient trop endettées, etc. Bon, vont laisser la place à, et vous le mentionnez, la crise est un catalyseur, donc un accélérateur en fait de changements. Souvent des changements qui étaient déjà initiés avant la crise, que ce soit le changement notamment digital. Hein. On voit que beaucoup d'acteurs, beaucoup de secteurs disent on vient de gagner avec cette crise plusieurs années d'évolution qu'on anticipait et qui se réalisent en fait sur une période beaucoup plus courte, que ce soit le télétravail, que ce soit l'e-commerce, etc. Et évidemment, il y a, et ça on en parlera aussi, il y a toute la problématique du changement énergétique qu'accélère aussi cette tendance. Et donc, c'est un environnement extrêmement compliqué et challenging pour tout le monde ici autour de la table. Et je dirais que on est un petit peu comme des surfeurs. Hein. Il faut essayer comment on peut s'adapter à cet environnement. Ben, c'est essayer d'identifier la bonne vague. Alors la vague, ça peut être un changement sectoriel, ça peut être une nouvelle classe d'actifs, que sais-je. C'est de la prendre au bon moment, assez tôt. C'est de rester dessus. Et puis, quand elle s'affaiblit, c'est d'aller en chercher une autre. En évitant la deuxième vague, sans jeu de mots. Effectivement. Et peut-être je terminerai en disant, c'est ça qui fait la différence entre l'investissement et la spéculation. C'est justement que c'est l'identification de ces tendances qui est un processus d'analyse réfléchi et sur lequel, une fois qu'on est dedans, on reste pour le long terme, alors que la spéculation est plutôt un coup, mais avec un point de timing ou de probabilité d'occurrence qui est souvent difficile à oui, donc estimer. en fait, le message est assez simple. Donc on ne doit pas investir et spéculer. D'ailleurs, souvent on dit jouer en bourse, c'est pas le bon verbe. Hein. On investit. Spéculer, c'est autre chose. Oui, après, il y a un horizon d'investissement qui intervient ici aussi. Alors, l'investissement en bourse, il se fait avec, je dirais, des outils, des moyens, etc. Ce sont les actions, les obligations, un fonds. Je regarde Thomas, à ma droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement c'est quoi une action, une obligation et un fonds ? Oui, bien entendu. Donc, je vais peut-être commencer par l'actif qui est le moins risqué. C'est le cash. Vous en parliez tout à l'heure, Hamid, les 290 milliards, je suis français, de cash qui sont investis sur les livrets d'épargne, eux, n'ont pour ainsi dire pas de risque. Et donc, le client, hors inflation, est sûr d'avoir les 0,11% bruts tous les ans. Mais il se retrouve quand même avec 870 €. Hein. Voilà, parce que l'inflation vient grignoter le pouvoir d'achat et c'est vraiment tout le sujet, je pense, de notre discussion ici autour de la table. Mais on y reviendra, j'imagine, par la suite. Donc le cash garanti en réel. Hors réel. Et puis ensuite, le placement sur lequel il y a un peu moins de risque que les actions, c'est les obligations. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une obligation ? Une obligation, c'est un risque de créance, une créance qui nous permet de prêter notre argent soit à un État, soit à une société, ce qu'on appelle les corporates dans notre jargon. Donc, on va prêter notre argent pour une durée plus ou moins longue à ces États ou à ces sociétés, en contrepartie de quoi on a ce qu'on appelle un coupon. Donc chaque année, cette société ou cet État va nous payer un coupon. Un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, exactement, qui est plus ou moins élevé en fonction de la durée. Plus on va sur des durées longues, plus le coupon sera important. Et aussi en fonction du risque qui est pris. Si la société est solvable, je prête mon argent à Danone ou à Nestlé, j'aurai moins de risques que si je prête mon argent à une société moins bien ratée, moins bien cotée, comme Proximus par exemple, qui est moins bien cotée que les deux exemples que je citais par. Et donc tous ces deux facteurs, le risque de notation et le risque durée, fait que mon coupon est plus ou moins important. Ça, c'est pour l'obligation. Pour l'obligation. Simplement, il faut se sortir de la tête, et j'aimerais en parler ici, on n'a pas de risque sur les obligations. C'est faux. Une obligation,
privé notamment, ou même un État, peut faire faillite et ne pas vous rembourser la totalité. On l'a vu de avec votre la créance. Grèce. On a vu avec la Grèce, avec la Russie et beaucoup de sociétés privées qui ont fait faillite ces dernières années, et ce taux de défaut va certainement augmenter. Taux de défaut, c'est-à-dire les sociétés qui font faillite. Et le dernier... Le petit fonds, les fonds. Alors non, les actions, si vous me permettez. Ah oui, les actions, effectivement, oui. Les actions, c'est un titre de propriété. Donc, on était sur des créances, sur les obligations. Là, on est sur un titre de propriété. On est copropriétaire. On est copropriétaire, comme je peux être copropriétaire de mon immeuble avec mes voisins. Là, je suis copropriétaire d'une société. En contrepartie de quoi, une partie des résultats de cette société va me payer un coupon, mais là qui ne s'appelle pas un coupon, pour les actions ça s'appelle le dividende. Chaque année, une partie des résultats de la société servent à me rémunérer pour mon risque que je prends en tant que copropriétaire, avec adjoint à ce coupon, à ce dividende, un droit de vote. C'est-à-dire que je vais pouvoir participer au conseil d'administration de la société et aux différentes AG et pouvoir donner ma voix aux différentes prévisions, objectifs et autres prévisions de business de ces sociétés. Et donc, pour finir, le fonds commun de placement, les fonds qui sont proposés dans la branche 23 de fédéral, ce sont soit des fonds actions, soit des fonds taux. Pour ma part, un fonds mixte, c'est-à-dire qu'on met dans notre fonds et des actions, et des obligations, et du cash. Et donc, tout est possible en matière de fonds. Ça, on va en parler tout à l'heure. Ça permet de mutualiser le risque. Donc, on a parlé du bas de laine qu'il fallait avoir, on a parlé un peu de conjoncture, la différence à faire entre spéculation et investissement. Vous nous avez donné un petit cours très sympathique sur les actions, les obligations et les fonds. Maintenant, reste à parler des assurances. Alors là, je regarde Sébastien, parce qu'en assurance, on croit qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas tout. Moi, j'ai appris, je le savais, mais quand même, qu'il y a des branches 21, des branches 23, des branches 26, 44, on a l'impression, c'est un peu le loto, quoi. Ouais, c'est un peu loto, effectivement, mais voilà, en fait, il existe 4 types d'assurance placement possibles. On va commencer par la première, qui est l'assurance, donc la branche 21. Donc, c'est une assurance placement qui offre un taux d'intérêt plus une participation bénéficiaire ou une ristourne possible. Donc ça, c'est pas garanti. Au niveau de la participation bénéficiaire, ça dépendra de la réalisation des objectifs et des résultats de la compagnie d'assurance. En gros, ici, on a quand même ce qu'on appelle une maîtrise des risques au niveau de la branche 21. Ensuite, on peut proposer la branche 23, qui là est aussi une assurance placement, mais qui a pour but d'offrir un rendement potentiellement plus élevé. Alors là, comme mon confrère l'a bien stipulé, on investit dans des fonds d'investissement, et là, malheureusement, le capital n'est pas garanti. Ensuite, nous avons aussi la branche 26, qui là est un peu comparable à une assurance placement du type dans des obligations ou plutôt des bons de caisse, où là en fait on offre un rendement garanti pour une durée qui est limitée à ce moment-là. Et ensuite maintenant nous avons donc ce qu'on appelle la branche 44, qui là est un mixte en fait de la branche 21 et de la branche 23. Sorte de meilleur des deux mondes. C'est vraiment un mix qui permet d'essayer d'avoir les atouts justement de la branche 21 et d'un rendement potentiel via la branche 26. Donc plus-value potentielle 23. Et une forme de maîtrise des risques. C'est bien ça, tout à fait. Voilà. Alors on va rester sur vous, puisque là on a donné à nos téléspectateurs, à nos amis qui nous regardent, les différents outils pour comprendre l'investissement, le monde de l'investissement. Maintenant on va parler du cycle de vie, c'est très important. Effectivement, quand on a 25 ans et qu'on est supposé épargner, investir, à cet âge-là, on croit qu'on est immortel, donc on a une autre vision. Par contre, quand on approche tout doucement de la pension, on a d'autres enjeux. Et donc, il faut en tenir compte. Justement, comment est-ce que vous, chez Fédéral Assurance, vous en tenez compte? Effectivement, on constate que les jeunes investissent vraiment pas de la même manière qu'une personne qui a déjà une certaine expérience, un certain âge. Cela est dû, le jeune commence au niveau de la vie, il a des projets, donc acheter sa maison, etc. Donc c'est l'âge de l'endettement. C'est l'âge de l'endettement, voilà. Donc la façon d'investir n'est pas la même qu'une personne qui est plus âgée, effectivement. Qui a remboursé ses prêts, les enfants sont partis. Voilà, si effectivement les personnes aussi qui ont déjà leur crédit hypothécaire en cours, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même capacité d'épargne que quelqu'un qui déjà sa maison qui est payée, etc. Donc là, vous voyez que les comportements d'épargne ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre.
on constate aussi que l'horizon de placement est important. Donc, au plus un jeune investit, par exemple, dans un fonds, il a un horizon de placement qui est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui est plus âgé. On aura plutôt tendance à le conseiller une branche 21, où à ce moment-là, forme de maîtrise du risque à ce niveau-là, effectivement. Et alors, comme on l'a dit... ça, c'est un message que je voulais aussi faire passer, c'est peut-être les jeunes, le plus tôt ils épargnent, ils investissent. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. Voilà. Ils se retrouvent avec elle se retrouve avec un beau petit pactole à 65 ans, ou même avant, d'ailleurs. Effectivement. Et alors, le message qu'on souhaite faire passer aussi, c'est que l'investissement peut être réalisé par toute personne et aussi par les jeunes. Donc, si les jeunes souhaitent investir, ne fût-ce qu'un petit montant de minimum 50 € par mois, l'épargne est accessible vraiment pour tout le monde. Okay. Et alors, le risque, ce qu'on appelle le risque de volatilité, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le risque de volatilité, ça dépend aussi du choix et du profil d'investisseur de nos clients. Donc, en fonction du profil, on va pouvoir orienter justement le client sur la gamme de nos 8 fonds. Et vous allez voir que sur les 8 fonds, il y a un risque qui est différent en fonction de la contenance, que ce soit du secteur obligataire, actions, matières premières ou l'immobilier. Parfait. On n'a pas épuisé le cycle de vie, mais c'était pas le but. Moi, je vous propose de passer alors à un sondage auprès des personnes qui nous regardent, de nos amis qui nous regardent. Alors, j'ai une question à vous poser. Comme tout à l'heure, vous avez répondu très précisément. J'espère que ce sera le cas encore cette fois-ci. Ma question est toute simple, toute bête, si je puis dire. C'est: avez-vous confiance en la bourse? Alors, première possibilité, j'hésite. Il y a quand même beaucoup de risques. Deuxième, c'est je suis prêt à me lancer, je veux me lancer, mais je sais pas très bien comment. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé. Ou bien alors, troisième possibilité, oui, j'ai déjà investi dans des fonds et ou actions. Top chrono. On va regarder un petit peu ce que vous avez décidé de voter. Première, deuxième, troisième. Alors, ça se chevauche, c'est souvent la troisième. Vous êtes tous abonnés à la troisième réponse, visiblement. Voilà. Alors, j'arrive ici. Ah, ça bouge encore. Je suis pas au bout des 30 secondes. Je vais vous laisser calme. Je vais pas vous influencer, certainement pas. On m'en voudra. Voilà. Alors, on arrive à 56%. Oui, j'ai déjà investi dans des fonds et ou actions. Ça nous plaît pas mal. Ça veut dire que le message passe et vous intéresse. Alors, on en vient à la troisième partie de ce webinaire. C'est la bourse, effectivement. La bourse est associée au risque. Mais vous allez nous expliquer, je pense, Jean-Marc, qu'on peut gérer les risques et que la bourse, c'est aussi des opportunités. Oui, alors la bourse, mais aussi l'investissement en obligations selon son risque, ou même l'immobilier. En fait, toute classe d'actifs risqués peut induire des biais en termes comportementaux. Alors, et beaucoup sont liés à la peur. Donc la peur, c'est alors c'est souvent un réflexe qui peut être salutaire, mais c'est aussi le fait de sortir peut-être au mauvais moment, parce qu'on exagère peut-être l'incidence perçue de certains éléments. C'est un message important, notamment en cette période-ci. Absolument. Où tout le monde a le trouillomètre au maximum, si vous me permettez l'expression. Alors, je vais revenir quand même sur les autres. Alors, l'inverse de la peur, c'est l'avidité, qui est aussi une forme de peur. C'est la peur de rater quelque chose, ou l'envie de vouloir toujours plus, et qui a tendance à mener les particuliers, mais les professionnels également, à vouloir toujours plus, et donc mener les valorisations d'actifs dans des zones d'exagération. On reviendra peut-être sur ce qu'est aujourd'hui une zone d'exagération, parce que l'environnement a, à ce niveau-là, fortement changé. Donc peur et avidité. Voilà, donc ce sont des émotions. C'est des émotions et des moteurs aussi. Et ce sont des motivations et donc des moteurs également. Alors, on parle aussi de l'esprit de troupeau. Donc ça, c'est quand même un point important. Quand on y
connaît pas grand-chose. On a tendance à faire confiance à son entourage proche. On parle toujours du boucher. Quand le boucher vous recommande telle action, c'est que les investisseurs disent qu'il est temps de sortir. Donc c'est le fait de suivre le comportement grégaire, en fait, voilà, de ce que font les voisins, et souvent avec une sorte d'impatience. Alors, tout ce que je viens de dire est lié à des émotions. Alors, évidemment, l'investissement est une affaire rationnelle, en partie, mais pas uniquement. Donc, le côté rationnel est quand même de dire, faisons une analyse, essayez d'investir dans ce que vous connaissez, de ce que vous êtes capable de suivre. Et si vous ne connaissez pas suffisamment un secteur et si vous n'êtes pas capable de suivre les risques, alors il vaut peut-être mieux ne pas y toucher. Et ça, c'est vrai pour les gens qui nous écoutent, mais c'est vrai aussi, par exemple, chez Fédéral Assurance, pour nous, il y a des secteurs dans lesquels on ne se sent pas suffisamment... on n'a pas assez de temps de tout faire, et donc on délègue cette expertise, justement, aux personnes qui m'entourent ici. Mais ça, c'est quelqu'un qui gérerait lui-même. Mais donc il peut aussi faire confiance à des experts pour gérer. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez investir vous-même, faites-le dans ce que vous connaissez. Sinon, reposez-vous sur les experts, et à condition que les experts connaissent aussi, évidemment, leurs propres limites en termes de connaissances et de maîtrise de risque. Parce que finalement, investir, c'est anticiper ce qui va arriver à une société, à un secteur, au monde. Et bien investir, c'est essayer de mieux anticiper que la moyenne des investisseurs, ce qui n'est pas du tout évident. Et je fais référence au surf, à l'identification de la vague dont je parlais tout à l'heure. Thomas voulait aussi... Oui, je vous en prie. Une toute dernière chose, parce que on croit toujours que l'investissement est une histoire purement rationnelle, mais ce n'est pas vrai. C'est aussi une histoire d'intuition, d'expérience, et en particulier aujourd'hui où il y a beaucoup trop de cash dans tout le système, les phases, les points d'entrée, comme on dit, sont devenus de plus en plus courts, brefs. On l'a bien vu d'ailleurs ici au mois de mars, les points d'entrée en bourse ont été vraiment très très faibles, alors qu'il y a évidemment des perspectives négatives bénéficiaires. Mais voilà, donc et à l'avenir ce sera encore plus le cas. Donc ce n'est pas qu'un processus rationnel. Les investisseurs que nous sommes, on doit aussi faire travailler notre expérience et notre intuition. Thomas, vous gérez aussi un fonds, plusieurs fonds d'action, la peur, l'avidité, l'aspect émotionnel, l'aspect grégaire et aussi la patience ou pas l'impatience. Vous partagez tout ça? Oui, je partage tout à fait tout ça. Notre devise à nous, c'est patience, prudence, persévérance. Et je crois qu'en matière d'investissement, il faut avoir des convictions solides et il faut maîtriser ses émotions. C'est les deux choses les plus importantes. C'est pas des qualités extrêmement répandues. Hein. C'est très difficile et c'est contre-intuitif. En fait, il faut faire violence. C'est Warren Buffett qui dit que les marchés financiers transfèrent l'argent des impatients vers les patients. C'est joliment dit, effectivement. Oui. Et concernant ces émotions, là c'est plus littéraire, mais c'est Victor Hugo qui disait un lion qui copie un lion devient un singe. Et je crois qu'en fait il faut vraiment aller de façon contre-intuitive pour limiter l'effet émotionnel, ce que disait Jean-Marc est très vrai. Et il faut aussi diversifier, c'est le troisième commandement qu'on applique chez nous, c'est la diversification, parce que toutes les classes d'actifs n'évoluent pas dans le même sens et en même temps et au même moment. Et peut-être que les actions américaines sont les plus performantes cette année et peut-être que ça sera les moins performantes l'année prochaine. Donc vraiment diversifier, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est quelque chose qu'on ou alors le surveiller très près, comme disait Warren Buffett. Effectivement, mais c'est très bien de voir un gestionnaire de fonds qui cite Victor Hugo, tout n'est pas perdu donc. Alors je regarde Jean-Marc, je reviens vers vous. Effectivement, on va parler d'ajustement des risques, de répartition entre branches 21-23. Comment ça fonctionne tout ça? Donc il faut comprendre que donc la branche 21, en fait, ce sont des fonds
qui appartiennent à la compagnie d'assurance et qui proviennent en fait des primes qui sont récoltées auprès des clients. Mais ce n'est pas l'argent du client. Donc c'est de l'argent qui est souscrit en fait par un contrat d'assurance. Et cet argent devient la propriété de la compagnie d'assurance, mais qui a l'obligation d'en préserver le principal et en plus de faire fructifier cet argent, mais avec, non pas uniquement sous forme de plus-value, mais vraiment sous forme d'un rendement cash récurrent, annuel. Et donc, dans le langage des fonds, on peut vraiment assimiler, pour les spécialistes, la gestion d'une branche 21 à ce qu'on appelle un absolute return fund. Ça veut dire que peu importe ce que fait la bourse ou les marchés de manière générale, il faut garantir le principal et en plus chaque année distribuer et produire donc un rendement en cash. C'est quelque chose de très... Alors, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais bon, on continue à y arriver. Et donc, c'est orienté, comme vous le disiez, sur quand même la prudence. Et la maîtrise des risques. La maîtrise des risques et le sens des opportunités. Alors, la branche 23, c'est différent. Là, il s'agit des fonds qui proviennent des clients et qui demeurent propriété des clients. Il y a donc pas de lien sur le fait de garantir ou de maintenir le capital principal, ce qui permet évidemment de prendre plus de risques et d'avoir plus de rendement. Et donc, mais c'est une approche différente. Alors, la combinaison entre les deux, si on regarde sur le spectre du risque et évidemment de l'horizon d'investissement, eh bien, c'est de combiner les deux dans la branche 44. Si on a beaucoup de temps, peut-être mettre plus de branche 23 et moins de branche 21. Et si l'horizon de temps est plus court, de mettre plus de branche 21 et moins de branche 23. Et donc un mix qui dépend en fonction de votre âge, effectivement, et de votre appétit ou non au risque. Voilà. Si je peux me permettre. Ah oui, je vous en prie. J'aimerais pas faire aujourd'hui le métier de Jean-Marc. Ça tombe bien, vous le faites pas. Donc. Non, je le fais pas, et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Mais c'est un métier très très compliqué de gérer une branche 21 aujourd'hui avec une situation de taux négatif partout en Europe, ou quasiment partout en Europe, sachant que réglementairement vous avez des contraintes très fortes de durée des obligations dont je parlais tout à l'heure, de qualité de crédit aussi, et trouver des placements avec des rendements positifs aujourd'hui dans cet univers de taux négatifs, c'est un vrai cauchemar, me semble-t-il. Et donc du coup, la branche 21, je me permets de te poser la question, est-ce que tu penses qu'elle est pérenne dans le temps ? Alors, c'est toujours l'histoire des vagues. Hein. Si on trouve de nouvelles vagues, c'est-à-dire de segments qui sont encore mal pricés ou qui offrent un bon risk-return. Mais je dois bien avouer une chose, mais ça a toujours été vrai, même il y a 10 ans. On ne gère pas une branche 21 comme une branche 23. La première préoccupation d'une branche 21, c'est d'éviter de prendre une mauvaise décision. C'est la maîtrise des risques dont on parle depuis tout à l'heure. Mais vraiment, pourquoi ? Parce que quand le portefeuille d'une branche 21 rapporte du 2 ou 2% ou 3%, si on se plante sur 1% du portefeuille, hein, on parlait du risque de défaut, ça veut dire que les 99 autres doivent fournir 1% supplémentaire, ce qui est absolument un challenge énorme. Donc c'est vraiment éviter de prendre des mauvaises décisions, plus encore, et là on parle de peur et d'avidité, plus encore que de rater des opportunités. Alors que je pense en branche 23, il y a un peu moins de pression, je dirais, sur la possibilité ou l'opportunité de prendre, de saisir des risques. Alors, je rappelle tout simplement à nos auditeurs, spectateurs, c'est qu'ils peuvent à tout moment nous envoyer des questions, nous poser des questions, et je me ferai leur porte-parole d'ici quelques secondes, quelques minutes plus tôt. Mais je vous en prie. Pardon, je voudrais juste terminer. Donc, gérer une branche 21, aujourd'hui, c'est toujours possible. Il faut prendre des risques. Alors, il y a des bons risques, il y a des mauvais risques.
tout le travail est d'identifier les bons risques des mauvais, et de préférence ceux qu'on connaît, qu'on est capable pour lesquels on a l'expertise, la proximité, que ce soit géographique ou de contact avec le management des sociétés dans lesquelles on investit. Et en tout cas, de la limiter. Il faut être bien conscient de ces limites de temps, d'expertise, et ne pas aller au-delà, parce que sinon, on risque de prendre les mauvaises décisions. Et je crois que là, il vaut tout à fait mieux prendre la décision de confier tout ce qui sort de cette limite à des spécialistes externes. Alors justement, on arrive à la dernière partie, je dirais, de ce webinaire. Donc je rappelle qu'on a d'abord rappelé le contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont quasiment à 0%, pour pas dire qu'ils sont négatifs, et que donc si on veut fructifier son épargne, il faut agir. On vous a donné dans une première partie les outils pour investir, etc., l'ABC de l'investissement. Ensuite, on vous a expliqué que ces outils, vous n'allez pas les utiliser de la même manière si vous avez 25 ans ou 50 ou 45. Bien entendu, ça c'est le cycle de vie. Ensuite, on vous a rappelé fort opportunément que la bourse, on peut la gérer. On peut gérer en tout cas les risques jusqu'à un certain point, qu'il y a des opportunités. Alors justement, on va revenir à la quatrième partie justement de ce webinaire. C'est quelles sont les solutions que vous nous proposez. Et je démarre avec vous, Sébastien. Alors forcément, Fédéral Assurance, donc une solution assurantielle. Donc une solution de Fédéral Assurance qui est notre VitaFlex 44, qui allie une combinaison juste entre la branche 21 et la branche 23. Mais comme on l'a déjà stipulé, la branche 21, c'est pour la maîtrise du risque. Et la branche 23, c'est pour essayer d'avoir un rendement plus élevé. Le client a le choix, soit il investit 100% de son investissement dans une branche 21, ou alors il peut diversifier, changer la clé de répartition. Il peut vraiment gérer ça comme bon lui semble. Alors très flexible. Très flexible. Donc pour l'horizon de placement, on conseille vraiment un horizon de placement de 8 ans. Pour une raison fiscale, pour la partie branche 21. C'est légal en fait. C'est légal en fait. Donc il n'y aura pas de précompte mobilier sur les intérêts et les participations bénéficiaires après une période de 8 ans du contrat. Et pour la branche 23, il faut savoir qu'il n'y a jamais de précompte mobilier, en tout cas chez Fédéral. Mais comme c'est un horizon sur du long terme, ça permet justement aux différents fonds que Fédéral propose, de voir l'évolution du fonds et d'essayer d'enregistrer une volatilité assez intéressante pour notre client. Donc le but, c'est d'avoir un rendement plus élevé que les conditions du marché, on va dire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va réaliser ce qu'on appelle le profil d'investisseur avec notre client. Ça va permettre de déterminer quels sont ses besoins, quel est son appétit du risque face aux différents fonds. Le profil, ça veut dire quoi? Je me mets à table devant vous, je vous explique mon âge, ma situation matrimoniale. On va lui poser certaines questions par rapport à sa situation personnelle, à son expérience, quels sont ses besoins aussi. Et ça va permettre de guider justement notre client à une solution dans les différents fonds que nous proposons. Donc c'est une forme de sur-mesure. Voilà, c'est une forme de sur-mesure. Okay. Alors au niveau des frais, ce qui est intéressant chez Fédéral, nous n'avons pas de frais d'entrée. Par contre, le client devra s'acquitter d'une taxe d'assurance de 2%, donc directement à l'entrée. C'est à payer qu'une seule fois dans... Ça, c'est pas vous, c'est l'État, ça. C'est l'État, voilà, ouais, effectivement. C'est de nouveau l'État qui arrive, oui. Et il y a aussi des frais de gestion. Donc dans la branche 21, il y a des frais de gestion de 0,30 sur base annuelle. Et pour la partie branche 23, là, c'est intégré automatiquement dans la valeur nette d'inventaire de nos fonds. Et se situe plus ou moins entre 1,50 et 2,20 en fonction du type de fonds que le client va choisir. Parfait, ça c'est la solution qu'on va appeler Vita, enfin on va pas qu'on va appeler, qui s'appelle VitaFlex 44, le meilleur des deux mondes, voilà. La branche 21 et 23, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, parfait. Et donc après, on peut allier donc la partie branche 23, où là, ce sont des fonds que Fédéral... Donc en fait, il y a 3 fonds qui sont gérés donc en interne par Fédéral Assurance, et nous avons aussi 5 autres fonds qui sont gérés par des organismes extérieurs. Donc ici, nous avons 2 exemples à table qui vont pouvoir vous expliquer un peu le mode de fonctionnement de leurs fonds. Parfait, donc là c'est une solution interne si je puis dire, et puis ici 2 solutions proposées aussi, voilà. Mais qui sont des fonds gérés à l'extérieur de Fédéral Assurance. Alors Wim, voilà, on va vous entendre parler d'un fonds que vous allez promouvoir qui s'appelle le Global Climate Change Equity. Alors ça a l'air impressionnant, Global Climate Change Equity, ça veut dire quoi en fait? Ça a l'air très impressionnant, mais finalement c'est assez simple, global, c'est-à-dire c'est mondial.
notre terrain de chasse, si vous voulez, c'est le monde entier. Equity, bon, c'est un mot anglais pour les actions, donc c'est un fonds en action. Et Global Climate Change, ça dénomme un peu la stratégie, c'est-à-dire nous voulons investir dans ces sociétés qui font partie de la solution pour le changement climatique. Donc c'est plutôt des sociétés industrielles, mais qui proposent des solutions ou qui essayent de diminuer l'empreinte carbone et autres sur la planète, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc la philosophie du fonds, c'est quoi? C'est finalement de dire, bon, climate change, donc changement climatique, il est là. Donc il va falloir changer. Et on est en train de changer, et ce changement, nous pensons qu'il va être radical. Ça va transformer notre système économique, et ça va toucher finalement tous les secteurs d'activité. Mais surtout les secteurs qui sont responsables des problèmes liés au changement climatique. Et donc, ça nous mène à investir dans des sociétés qui sont actives, par exemple, dans le transport durable, dans l'énergie propre, dans tout ce qui est la diminution des émissions du gaz à effet de serre. Et donc, tous ces domaines, donc toutes ces sociétés qui veulent tirer du profit de ce changement, qui investissent pour trouver des solutions, ça, c'est vraiment les entreprises dans lesquelles nous investissons. C'est votre cible. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si je vous ai aussi bien compris en préparant ce webinaire, c'est que ce fonds est plutôt investi dans des actions européennes, asiatiques et fort peu américaines. C'est assez étonnant. Pas tellement. Pourquoi l'Europe? Pourquoi surtout des actions industrielles? Parce que finalement, si on veut réduire les émissions de CO2, c'est pas les banques ou les pharmaceutiques qui en contribuent le plus. C'est plutôt les entreprises industrielles, d'une part. D'autre part, pourquoi l'Europe et l'Asie? Parce que ceux qui construisent, par exemple, les éoliennes ou les panneaux solaires, il se veut que ces sociétés sont surtout en Europe et en Asie, et pas tellement aux États-Unis. Maintenant, en ce moment, c'est plutôt une bonne chose. Les États-Unis, en tant que marché d'actions, elles sont plutôt chères. Donc, ça nous permet d'investir moins cher en ce moment. Mais c'est pas vraiment un choix stratégique. C'est vraiment où sont les sociétés qui investissent le plus dans ces solutions. Il se veut que c'est surtout en Europe et en Asie. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce fonds va être dopé, boosté par notamment les décisions qui viennent d'être prises maintenant avec le Covid, le fameux Green Deal à la Commission européenne, l'Europe qui a décidé de mettre, de mémoire, je crois, 750 milliards sur la table, et une bonne partie, c'est pour verdir notre économie? Oui, tout à fait. Donc la plupart des plans de relance, et vous venez de citer le Green Deal de l'Union européenne, il y a des conditions très fortes quant à la durabilité du soutien. Donc, je cite par exemple un exemple, Air France KLM, qui était sauvé par les États. Oui, mais une condition était, par exemple pour Air France, de ne plus voler entre Lille et Paris, parce que là, le gouvernement français dit, finalement, le train, le rail, est beaucoup mieux pour l'environnement, donc on veut privilégier cela. Et en fait, ce type de raisonnement, c'est-à-dire donner de l'aide pendant cette période de Covid, mais y associer des contraintes strictes en termes de durabilité, c'est quelque chose qu'on voit partout dans tous les pays, et en l'occurrence aussi dans le plan européen, donc 750 milliards, donc c'est un grand montant, et qui est destiné à promouvoir le rail, à promouvoir les énergies propres, des points de recharge par exemple pour les voitures électriques, ou encore isoler les bâtiments. Donc c'est clairement un vent qui souffle et qui pousse ces secteurs à se développer plus rapidement. Il ne faut pas oublier, on n'est pas ici en train de parler de quelque chose de très court terme. C'est Jean-Marc qui l'a dit. Spéculer, c'est autre chose. Là, le timing est important. Ici, on parle d'un changement d'un écosystème industriel. Voilà, donc c'est quelque chose pour 10, 20, 30 ans. Et c'est en quelque sorte, c'est maintenant que se créent les industries du futur, donc le durable. Et donc, bon, pour ceux qui veulent être partie de la solution et en tirer profit, je pense qu'investir maintenant dans une tendance très long terme, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. Alors oui, j'imagine les téléspectateurs derrière l'écran, chez eux, dire oui, je veux faire partie de la solution, mais avec quel rendement, quel return rapide?
Qu'est-ce que ça a dégagé comme return sur fonds? Par exemple, cette année qui est, au moins pour les marchés d'actions, pas forcément très bonne, on a fait du plus 15%, sur 3 ans, plus 50%. Et encore, pourquoi? Parce que là, on parle vraiment d'un changement fondamental qui est beaucoup moins lié à la volatilité du marché, mais on parle ici des montants colossaux qui sont investis. Pour vous donner une idée, donc pour garder les 2% de température, donc ne pas dépasser l'augmentation de 2% qui était convenue à Paris, il va falloir investir par an 2 trilliards de dollars, donc 2000 milliards par an pour 20 ans. Donc, si des montants de cette taille se mettent en action, qui commencent à bouger, évidemment, ça pousse tout un secteur et ça crée ces nouveaux secteurs de demain. Merci Wim. Alors, on se retourne vers votre collègue, enfin, c'est pas la même entreprise, parce que ici, c'est DNCA. Et vous allez nous parler d'Invest Eurose. C'est quoi comme animal ce fonds? C'est un animal hybride. Hybride, voilà, lui aussi. C'est hybride parce que c'est un fonds défensif, prudent. Okay. Donc, il a été créé il y a 20 ans. Et l'idée lors de la création de ce fonds, c'était de se dire que les clients intéressés par les marchés financiers, mais qui ont compris ce problème de taux d'intérêt négatif, mais qui ne sont pas non plus prêts à prendre un risque action à 100%, c'est un moyen de mettre un pied dans les marchés financiers, puisque la partie action est limitée à 35%. Et le reste, c'est quoi? Alors, le reste, ce sont des obligations à taux fixe, à taux variable, indexées. On a une part obligataire importante et aussi une partie cash. On peut faire les trois, actions, obligations et cash. Ok. Alors, justement, question évidente, actions, on comprend, on en parle depuis tout à l'heure, mais obligations, vous venez de le dire tout à l'heure, les obligations, souvent, elles sont avec un rendement rikiki, pour pas dire négatif. Pourquoi mettre des obligations avec un rendement négatif? Alors, on met des obligations parce que si on mettait que des actions, on ne serait plus dans notre mandat qu'on propose aux clients d'avoir une forme de prudence. Voilà. Donc aujourd'hui, on a assez peu d'obligations, on a beaucoup de cash en portefeuille, et quand on a des obligations, on les a très courtes et très peu sensibles. Donc la sensibilité, c'est la mesure du risque d'une obligation, et donc on a fait le choix de plutôt être prudent sur notre poche obligataire et par contre de faire la part belle aux actions qui sont quasiment au maximum. On est à 30% d'actions aujourd'hui dans Eurose. On pourrait dire que c'est une sorte de branche 21 améliorée? Il est géré comme un gérant de branche 21 sans les contraintes réglementaires qu'un gérant de branche 21 peut avoir, parce que je notais hier que l'OLO belge à 10 ans était à moins 0,30. Quand vous êtes l'OLO belge, c'est l'obligation à 10 ans pour la Belgique, c'est l'obligation de référence souveraine, donc de l'État belge. Et quand vous êtes gérant d'une branche 21 en Belgique, j'imagine que l'essentiel de votre portefeuille, enfin Jean-Marc pourrait me contredire, mais l'essentiel du portefeuille est positionné sur ces obligations belges à 10 ans. Nous, notre portefeuille, le rendement moyen de notre poche obligataire, elle est pas énorme, elle est de 0,70. C'est faible, mais c'est pas moins 0,30. Donc on a une possibilité d'avoir un tout petit rendement et peu de risque sur notre poche obligataire. Par contre, on mise beaucoup sur la poche action pour faire mieux que cette branche 21. Les 2 dernières années, elles n'étaient pas terribles. Non. La question? Oui, la question, justement, je veux dire, comment ça se fait? Oui, c'est vrai que c'est un fonds qui a beaucoup déçu, surtout cette année. Contrairement au fonds de Wim, nous, on est sur une zone euro uniquement. Donc, on n'a pas de gestion monde. On est sur un univers d'investissement qui est beaucoup moins large. C'est la zone euro. Et en plus, le choix des actions dans Eurose a été, depuis le départ, ça fait 20 ans qu'existe le fonds. Et depuis 20 ans, on est sur des actions de type value. Je vais expliquer ce que c'est qu'une action de type value. C'est une action avec une valorisation moins chère que le reste du marché, ou moins cher que son actif net. Bizarrement, aujourd'hui, sur le marché, il y a des actifs très très chers. Je pense à toute la tech américaine, qu'on n'a pas du tout dans Eurose. Et nous, on est plutôt sur des actifs cycliques européens. Des banques, des télécoms, des valeurs industrielles ou pétrolières, et qui ont énormément souffert depuis le début de l'année. On parle de performances de l'ordre de moins 25 ou moins 30. Quand vous avez 30% de vos actifs sur ces valeurs-là, on est à moins 8 depuis le début de l'année.
Mais l'intérêt que j'y vois aujourd'hui, c'est que c'est un peu le seul actif décoté de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde. Tout est très très cher. L'or est au plus haut historique, l'immobilier, j'en parle pas. On y viendra sur l'or. Donc, voilà. aujourd'hui, je trouve qu'à s'intéresser à ces actifs cycliques qui pourront redémarrer à condition qu'on trouve un vaccin, etc., c'est un bon choix. Et avoir une prudence supplémentaire parce que ce sont des actifs vraiment pas chers aujourd'hui. Alors, merci Thomas. On vous l'a dit tout à l'heure et chose promise, chose due, on vous a posé la question si vous voulez poser effectivement des questions à nos experts. Vous l'avez fait. Je vous en remercie. Alors, je vais vous en lire quelques-unes et puis on verra qui répondra à la question. Alors, je le lis tel quel. Dans le cas où le système se casserait la figure, hein, Dixit, autant les investissements faibles risques que risques élevés seront gravement affectés. Donc, je prendrai des investissements à bon risque. Ça veut dire quoi? À bon risque élevé, de préférence, car ils rapportent plus. Qu'en pensez-vous? C'est une question pour Jean-Marc, pour nous deux gestionnaires de fonds, ou vous sortez le joker? Jean-Marc, mouillez-vous. Allez, on y va. Alors, donc, on peut dire que d'une certaine façon, l'année 2020 est un environnement où il y a quand même beaucoup de casse. Hein. Il y a une très forte polarisation d'ailleurs par secteur, avec des secteurs qui s'en sortent très bien, mais beaucoup qui sont, bien malgré eux d'ailleurs, dans une problématique soit temporaire, soit de plus en plus structurelle. Normalement, si on était en 2001 ou en 2008, on devrait avoir beaucoup plus de casse aujourd'hui sur la valorisation des actifs. Et la grosse différence, évidemment, c'est l'intervention des banques centrales depuis 2013 et encore plus de manière incroyable. En 2020, les banques centrales ont injecté 50% en plus de ce qu'elles avaient déjà injecté au cours des dernières années. Donc ça change tout. Donc ça veut dire que même les choses qui devraient se casser la figure en termes d'anticipation bénéficiaire, hein, puisque l'investissement c'est l'anticipation, se maintiennent bien simplement parce que, et c'est ce que tu disais, les multiples de valorisation se sont élevés, sauf malheureusement peut-être pour les actions de valeur, value, pardon. Donc, je crois beaucoup moins qu'avant, mais je vais laisser Wim réagir sur le fait que tout le cash va aller d'un côté et déserter. Il faudra faire une analyse beaucoup plus fine. Mais... Voilà. Je vais passer à une autre question. Oui, mais et c'est aussi bien pour vous que Thomas. Faut-il investir en or physique actuellement, étant donné le contexte? Merci. Oui, enfin, c'est une question classique. Oui, voilà, l'or physique ou pas physique d'ailleurs. Hein. Oui, c'est une valeur de refuge. D'une part, aujourd'hui, il est très cher historiquement parlant. D'autre part, il y a très peu d'investisseurs finalement qui sont investis dedans par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Il y a 10 ans, en moyenne, à un certain moment, 10% des particuliers ou 10% des portefeuilles des particuliers étaient investis en or. Aujourd'hui, c'est 2%. Donc, vu de ce côté-là, on pourrait dire, il y a encore une bonne croissance parce que si tous ces gens commencent à y investir, ça peut grimper encore. Et de plus, il n'y a pas beaucoup de mines qui se sont ouvertes, elles sont plutôt fermées. Donc, de ce point de vue... Il y a une pression sur l'offre. Voilà, mais d'autre part, c'est vrai aussi que le prix avec lequel on achète, c'est le plus élevé qu'on a déjà enregistré. Alors, autre question liée à l'actualité. On sait que le 3 novembre prochain, là, dans quelques jours, on va voter aux États-Unis. Ça nous concerne tous, même si on n'est pas américain. Et donc, la question est toute simple. C'est quelles recommandations avez-vous concernant les actions américaines selon que Trump ou Biden est élu? Thomas? Nous, on n'est pas des spécialistes des marchés américains, mais ce qui est clair, c'est que quand je regarde les valorisations, et ça a été dit par Wim, c'est partagé chez nous. Je veux bien justifier qu'il y ait plus de croissance dans certaines valeurs tech, les GAFAM, hein, pour pas les citer, et je veux bien comprendre qu'elles ont bénéficié de la Covid et de toute l'émergence de l'Internet. Mais de là à justifier des primes de valorisation comme elles sont aujourd'hui, avec des niveaux de valorisation, avec des multiples, comme on dit chez nous, extraordinairement élevés, nous, on n'est pas prêt à investir sur ces valeurs-là.
enfin, j'y ajouterais aussi que aujourd'hui, la plupart des observateurs pensent que de toute façon Biden gagne et que c'est une bonne chose pour les actions, et c'est donc déjà dans les cours. Donc nous on s'attend soit à rien du tout, soit plutôt des mauvaises nouvelles. Et contre un backdrop comme je disais, que les actions sont très 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 chères aux États-Unis, nous on privilégie plutôt l'Europe, voire les pays émergents, par exemple, s'il faut investir en actions. Voilà, messieurs, on arrive au terme de ce webinaire. Je voulais vous remercier tous les quatre, à la fois pour votre expertise et pour votre temps. Remercier les personnes qui nous ont regardés tout au long de ce webinaire, en espérant qu'on leur a été utile, qu'on a pu les éclairer, les rassurer sur certains aspects liés justement aux investissements, et vous dire simplement qu'on n'hésitez pas à visiter donc le site de notre partenaire, www.federal.be, et sans doute à très bientôt.